depuis bientôt 5 ans, voire même 10 ans, parce que ça remonte à très longtemps, les ministres des enseignements supérieurs et les directeurs des offices du bac dans les pays de l'UEMOA ont décidé, n'est-ce pas, d'harmoniser le bac. Ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, il n'y aura plus de mobilité des élèves d'un pays à un autre pour passer le bac. Et si vous devez quitter le Bénin pour aller passer par exemple le bac au Togo, les mêmes conditions que l'on impose au Bénin, ces mêmes conditions sont imposées au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. Donc aujourd'hui, le bac harmonisé, c'est que les mêmes conditions qui sont définies au Bénin seront les mêmes dans les autres pays. Aussi, vous savez que les bacs sont souvent stigmatisés. On pense que certains bacs ont plus de crédit que d'autres. Et c'est ce qui amenait les candidats, les élèves à être dans une certaine mobilité pour aller rechercher par exemple le bac béninois ou bien le bac togolais, ainsi de suite. Je pense qu'avec l'harmonisation du bac, cette mobilité n'est plus possible. Tous les bacs auront le même crédit, tous les bacs seront organisés dans les mêmes conditions et les candidats n'auront plus, n'est-ce pas, à avoir besoin du label d'un bac pour pouvoir s'imposer dans les universités. Les exigences de ce bac, désormais, vous comprenez que les candidats doivent comprendre qu'on ne doit plus tricher. Parce que beaucoup trichaient pour aller passer le bac. On reste en première pour passer le bac. Alors que le baccalauréat est un diplôme sérieux. C'est le diplôme qui vous ouvre les portes de l'université. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tricherie. D'accord? Si vous n'avez pas le niveau de la classe de terminale, vous ne pouvez pas candidater au bac. Donc c'est un élément important et surtout si vous n'avez pas le BPC. Parce qu'avant, les gens pouvaient passer le BPC, ce qui les amenait même à fuir le Bénin pour aller passer par exemple le bac béninois sans le BPC et revenir faire nos universités. Je pense qu'avec ces conditions et surtout avec le numéro Éduc Master, parce qu'aujourd'hui, chaque candidat est fichier. Il a un numéro qui le suit partout où il sera. Même s'il va à l'extérieur, en Europe, ce numéro le suit. Donc, c'est une exigence très importante. Et tous les enfants, par exemple, qui n'ont pas ce numéro, vous allez voir que leur dossier, c'est systématiquement rejeté. Les retardataires, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Parce que l'office du bac, surtout l'office du bac du Bénin, à qui je lance d'ailleurs mes satisfecits, est très sérieux dans l'organisation du bac. Les fichiers pour candidater ont été ouverts depuis avant les fêtes, depuis octobre. Donc le processus est tellement... On donne 3 mois de marge pour que l'on puisse candidater. Donc si un candidat aujourd'hui n'a pas pu déposer son dossier, il n'a que ses yeux pour pleurer, il n'a qu'à attendre l'année prochaine où on va encore. Parce qu'une fois que le fichier, la plateforme est fermée, c'est que ce n'est plus ouvert. Ce qu'on va attendre, c'est que les numéros vont sortir, les numéros de table vont sortir. Donc, une fois que c'est fermé, c'est qu'il n'y a plus de dérogation. Bon, il y a eu des années où on a fait des dérogations pour les retardataires. Mais je pense que depuis 3 ans maintenant, une fois que le site est fermé, c'est que c'est fermé. Et le processus est lancé. Une fois que le processus est lancé, ils doivent comprendre qu'ils sont des élèves à part. Quand je dis à part, c'est qu'ils ont une mission. Et cette mission passe d'abord par l'assiduité dans les études et par la compréhension des cours et surtout par la synthèse des cours. Parce que beaucoup de candidats n'arrivent pas à faire la synthèse et ils s'embrouillent et ils attendent les derniers moments avant de commencer par réviser. Je pense qu'une fois que le processus est lancé, une fois qu'eux-mêmes savent qu'ils ont été inscrits comme candidats au bac, ils doivent encore plus s'acharner sur les cahiers, faire des exercices, faire des réinvestissements parce que c'est le fait de reprendre plusieurs fois. C'est pourquoi on parle d'exercices. Lorsqu'ils vont s'exercer, je pense que ça va aller. Le bac béninois fait partie des bacs qui sont les plus recherchés parce que la façon d'organiser ce bac-là, franchement, est des plus organisées dans l'espace UEMOA. C'est pourquoi je les invite simplement au travail et rien que le travail. Vous faites partie de cette nouvelle génération de leaders, de décideurs et de penseurs sur les questions relevant des politiques publiques. Mais n'oubliez pas que votre apprentissage ne s'arrête pas ici. La vie est un processus d'apprentissage continu et il est important de rester curieux et ouvert d'esprit. Continuez à vous former, à vous informer et à vous remettre en question. C'est ainsi que vous pourrez
rester compétitif et contribuer à un monde meilleur. Une politique publique n'a de sens que par rapport à ses cibles. Et les cibles sont les populations, les peuples de nos pays, qui ont leurs spécificités, leur façon de voir le monde et bien sûr aussi leur désir d'évoluer dans ce qu'ils ont de plus important, c'est-à-dire leurs enfants et leur avenir. Les politiques publiques actuelles contiennent une dimension régionale importante. Nous avons décidé dans le cadre de nos communautés, que ce soit à travers l'UEMOA ou à travers la CEDEAO, de céder une partie de notre souveraineté pour l'avènement d'une communauté. Et c'est dans ce contexte que les politiques publiques, c'est-à-dire les définitions des priorités et l'affectation des ressources à telle ou telle action d'un gouvernement, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, obéit aussi à un paradigme important. Quelle est la place des instruments régionaux dans la définition des places des politiques publiques? Voilà un peu la raison pour laquelle je suis profondément attaché au soutien que nous apportons à ce module. Il ne serait pas juste de taire les éloges dus à nos enseignants que je vois dans la salle, qui se sont investis à donner la formation requise, faisant de nous désormais des spécialistes en évaluation des politiques publiques. En effet, nous étions les uns ignorants, les autres moins ignorants, de la question de l'évaluation des politiques publiques. Nous voici transformés et arborant fièrement le titre d'évaluateur. Merci, chers enseignants, d'avoir contribué à enrichir notre savoir. Chers camarades récipiendaires, passer sous silence nos efforts et notre détermination à faire de cette promotion la meilleure serait un manque de mémoire. D'avoir décidé de prendre part à ce certificat m'engageait à être une autre personne en termes d'activité, en termes de performance. Parce qu'aujourd'hui, avec le foisonnement des activités auxquelles nous prenons part dans le cadre de la gouvernance publique, il y a un souci de performance, un souci d'efficacité, un souci de gestion efficiente des coûts. Et quand vous vous engagez dans de tels chantiers, vous êtes amené à vous remettre continuellement en cause, à faire en sorte que les activités que vous menez soient en phase avec les attentes aussi bien des bénéficiaires que de ceux qui vous accompagnent, notamment les bailleurs de fonds. Très bonnes impressions. Le chef de l'État lui-même, au début, a reconnu qu'il n'avait pas pris l'habitude de faire pareil exercice avec uniquement la presse nationale. Donc je crois que le fait de l'avoir reconnu est déjà important pour nous parce qu'on s'en est toujours plaint. On a vu des collègues de la presse internationale avoir plus de facilité à poser des questions à nos dirigeants que nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette injustice est un peu réglée. Et on espère que périodiquement, on aura ce type d'exercice avec le chef de l'État. D'ailleurs, il l'a promis lui-même. Franchement, merci au chef de l'État. Je l'ai vu détendu, je l'ai vu serein. J'avais même pensé qu'on nous soumettrait à une sorte de filtrage, je dirais, rigide, comme quoi les questions qui fâchent ne seraient pas abordées. Mais non, toutes les questions étaient ouvertes. C'était une séance ouverte, on a pu aborder les questions qui fâchent comme celles qui fâchent moins. Il a manifesté sa peine, sa souffrance de pouvoir souffrir avec le peuple. C'est comme s'il était dans le peuple et il comprend tout ce qui se passe. C'est un homme, le président de la République est un homme qui n'est pas dans le peuple, mais qui vit les souffrances du peuple. Moi j'ai aimé, j'ai apprécié et je souhaiterais qu'on multiplie, qu'on duplique ces occasions avec la presse nationale. Je dirais que l'exercice est fort plaisant et utile et qu'il faut le rééditer parce que c'est une occasion de déminage. Déminage en ce sens qu'il y a des perceptions de loin que les professionnels des médias autant que l'opinion de façon générale ont des gouvernants, notamment du chef de l'État, sur
un certain nombre de sujets préoccupants au plan national comme au plan international. Et on ne sait pas exactement de quoi il retourne. Et donc, dès lors qu'on a le chef de l'État qui décrypte ces questions-là, ces sujets d'actualité, c'est forcément plaisant et c'est du pain béni pour les professionnels des médias. Et j'espère qu'avant la fin de son second quinquennat, il prendra à nouveau langue avec les médias pour se livrer au même exercice. Humiliés sur ces installations, discorde et désamour étaient au rendez-vous au tout début du parcours des Ivoiriens, mais miraculés, la Côte d'Ivoire se retrouve sur le toit du football africain, décrochant sa 3e Coupe d'Afrique des Nations face au Nigeria en s'imposant sur le score de 2-1 dans un match maîtrisé de bout en bout. Des citoyens béninois parlent ici du parcours miraculeux des éléphants. Moi, ça ne m'étonne pas. La Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. Et si la Côte d'Ivoire a pu tirer son épingle du jeu, à aller jusqu'en finale, et il a donné le meilleur de lui-même. C'est vrai, le début, bon, la Côte d'Ivoire que tout le monde sentait, il n'a pas donné une bonne prestation. Mais au cours du chemin, il s'est rattrapé rapidement, puisque c'est sur son territoire que la CAN a été organisée. Donc si la Côte d'Ivoire est à ce niveau, on ne peut pas dire qu'il a triché en tant que tel. Et la Côte d'Ivoire nous a émerveillés, vu les matchs qu'il a présentés. Depuis le match contre Guinée équatoriale, on a vu que la Côte d'Ivoire a montré réellement qu'il n'est pas une nation assez faible que ça. Donc on peut retenir que le football, c'est le mental. Parce que c'est grâce au mental que la Côte d'Ivoire s'est réveillée et a fait une très bonne CAN, on va dire. La CAN de l'hospitalité, la plus belle jamais organisée, a permis à de petites nations de football à faire des parcours exceptionnels. De quoi à permettre au Bénin de tirer des leçons. Le Bénin pourrait tirer beaucoup de leçons. Puisque, oui, tu as souligné une nation, une petite nation, qui est le Cap-Vert ou bien. Et c'est vrai. Ce n'est pas que le Cap-Vert, il a aussi la Namibie, aussi qui a donné une bonne prestation. Puisque dans la vie, on peut dire, lorsque tu n'es pas intelligent, on est malin. Lorsque tu n'es pas malin, il faut être intelligent. Vous êtes d'accord? Le Bénin n'a qu'à regarder, n'a qu'à prendre l'exemple sur cette nation-là, qui est le Cap-Vert, qui a donné, c'est-à-dire il a tout donné. J'aimerais que notre pays, le Bénin, prenne beaucoup d'exemples sur cette nation-là. Le Bénin d'abord a assez de soucis concernant le football. Donc, ils doivent prendre comme exemple les petites nations comme le Cap-Vert et autres. Parce que le football, c'est d'abord le mental. Ce n'est pas le fait d'avoir l'équipe, l'effectif et autres. Donc, le Bénin doit encore aller à une autre école par rapport à ça. Premier ministre du feu président Félix Houphouët-Boigny, lors du premier sacre des Ivoiriens en 1992, Alassane Dramane Ouattara était à la tête de la Côte d'Ivoire en 2015 pour la 2e couronne des éléphants de la Côte d'Ivoire. Pour le président Ado, il n'y avait pas de 2 sans 3. Je suis fier de notre équipe, content pour tous les Ivoiriens. Vraiment, c'est un bonheur indescriptible. Et je vais annoncer tout à l'heure formellement que la journée de demain sera fériée. Dans la commune de Nkambé, située dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, un attentat à la bombe a fait au moins un mort et des dizaines de blessés dimanche. Les autorités soupçonnent les séparatistes anglophones qui combattent l'armée depuis 7 ans. Plusieurs personnes auraient été blessées, dont des enfants qui reçoivent des soins médicaux dans les différents établissements de santé de Nkambé. Ici, on soupçonne que des combattants séparatistes soient derrière cette attaque survenue alors que les Camerounais commémoraient ce 11 février la journée nationale de la jeunesse. Avant les événements menant à cette commémoration, les combattants séparatistes qui réclament une nation indépendante depuis 2016 dans les 2 régions anglophones ont interdit toute activité allant
allant jusqu'à instituer un blocus d'une semaine visant à perturber toute activité, montrant qu'il y a un retour à la normalité dans les deux régions anglophones du Cameroun. L'incident à Ngambé souligne une fois de plus la réalité alarmante des attaques fréquentes lors des événements majeurs du gouvernement dans les deux régions anglophones du Cameroun. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a annoncé ce lundi l'arrestation de 3 personnes en lien avec l'explosion, qui représente la première attaque significative à Ngambé depuis le début du conflit armé en 2017. Les autorités kenyanes ont exprimé leur tristesse lundi suite à la disparition du marathonien Kelvin Kiptum, décédé avec son entraîneur dans un accident de voiture au Kenya dimanche. Au moment de l'accident, Kelvin a perdu le contrôle du véhicule. Il a dévié de la route et il s'est retrouvé dans un fossé. Il a traversé ce dernier sur 60 mètres avant de heurter un arbre et je crois que c'est ce qui a causé le drame. En conséquence, Kelvin Kiptum et son entraîneur sont morts sur le coup, tandis que la dame qui les accompagnait a survécu avec de graves blessures. Elle a ensuite été transportée d'urgence à l'hôpital Race Course à Eldoret pour être soignée. Kelvin, âgé de 24 ans, avait établi le record mondial du marathon l'année dernière. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de l'athlétisme, tant au Kenya qu'à l'échelle mondiale. C'est une matinée et une journée très sombre pour nous. C'est un jour de tristesse pour la fraternité athlétique au Kenya et même au-delà. Et vraiment, nous n'avons pas les mots pour exprimer notre douleur. C'est une perte horrible. Il s'agit de la disparition d'un jeune homme brillant, talentueux. Il avait atteint le sommet du monde à seulement 24 ans. Et il était destiné à régner sur le monde de la course pendant très longtemps. Les hommages à l'athlète prétendant à la médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques de Paris se multiplient sans relâche. Kelvin Kiptum était l'avenir du Kenya, a déclaré William Ruto. La Banque africaine de développement et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés se sont engagés à collaborer en faveur des personnes déplacées et des communautés au Soudan du Sud où se trouvent plus de 500 000 personnes, dont 100 000 réfugiés et 400 000 rapatriés sud-soudanais. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y a beaucoup de projets qu'ils peuvent financer. Les autorités nous ont fait part de l'importance de la construction d'un pont qui élargira les terres disponibles pour les réfugiés et les rapatriés. Nous avons entendu parler de la possibilité de construire un barrage qui réduirait l'impact des inondations qui touchent la région régulièrement. Ce sont des actions que nous, acteurs humanitaires, ne pouvons pas financer car nous ne pouvons pas mobiliser de fonds, mais la Banque africaine de développement et d'autres acteurs du développement peuvent les faire. Depuis le début de la guerre au Soudan, plus d'un demi-million de personnes ont rejoint le sud du pays. La plupart d'entre elles sont dans des villages qui n'ont pratiquement aucun service et où il n'y a pas d'aide humanitaire disponible. Nous cherchons vraiment à aider les jeunes et les femmes de ce camp de réfugiés à se prendre en charge en leur donnant la possibilité de contribuer positivement à la vie de leur communauté d'accueil et d'apporter les compétences et les connaissances qu'ils possédaient lorsque la crise a frappé leur pays.
Cette visite s'inscrit dans le contexte d'une collaboration renforcée entre les acteurs humanitaires et du développement au niveau mondial et d'un afflux de plus de 500 000 personnes fuyant la guerre au Soudan. À mesure que le conflit se prolonge au Soudan, les femmes et les filles ont été contraintes de se former au maniement des armes. Dans ce lieu de formation érigé sur le site d'une ancienne école, elles s'initient dorénavant à l'usage des fusils d'assaut AK-47. Pour certaines, cette démarche témoigne de leur soutien envers leurs proches enrôlés dans l'armée soudanaise, alors que pour d'autres, c'est un moyen de se préparer à assurer leur propre protection ainsi que celle de leur famille. Comme elle, ce jeune étudiant de 20 ans a vu son existence être bouleversée par l'irruption de la guerre. Nous n'avions jamais eu affaire à l'armée. Nous n'y pensions même pas. Les forces de soutien rapide nous traitaient comme des chiens, sans aucune humanité. 12 000 morts et 9 millions de déplacés, c'est le bilan du conflit selon l'ONU. Dans ce contexte alarmant, le Programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la crise humanitaire en cours. Lorsque vous regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, à Gaza et même en Ukraine, il y a beaucoup de demandes pour les dollars des donateurs. Le Soudan est la plus grande crise humanitaire à ce jour et nous avons désespérément besoin de l'aide internationale. Au Soudan, la guerre ravage non seulement le pays, mais aussi les perspectives de toute une génération. En l'absence de tout signe de cessez-le-feu, la population doit continuer à vivre au jour le jour. Demain, c'est l'inconnu, alors je me focalise sur le présent. Car honnêtement, tout ce que je souhaite, c'est que la journée se termine. Demain, peut-être qu'ils reviendront, peut-être que je vais tout perdre et qu'il va falloir fuir. En 10 mois de conflit, les efforts de médiation entre les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo ont échoué, malgré l'implication d'acteurs régionaux et internationaux. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans les rues de Rabat au Maroc pour soutenir les Palestiniens de Gaza en proie à une crise humanitaire depuis le début des opérations de l'armée israélienne dans l'enclave. Depuis le début, nous sommes avec la Palestine corps et âme. Nous essayons toujours de diversifier les formes de manifestation afin d'envoyer un message à nos frères de Gaza pour leur dire que nous sommes avec eux, avec la résistance et que nous les soutenons. Nous demandons à Dieu de les soutenir dans cette juste cause face à l'échec mondial et à l'alliance contre eux. La manifestation a été organisée à l'appel de plus de 20 syndicats et organisations, alors que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, mais la cause palestinienne reste une préoccupation majeure dans le royaume chérifien. Nous ne pouvons pas abandonner la cause palestinienne et il est nécessaire que nous continuions à la soutenir car c'est ce qui fera la différence parce qu'Israël travaille à l'achèvement de son projet de déplacement de Palestiniens, de la population de Gaza en particulier vers le Sinaï. Et cela a été planifié depuis longtemps, même si les médias et certaines personnes sous-estiment ces manifestations, elles sont d'une grande importance. C'est dans ce contexte que Benyamin Netanyahou entend envoyer ses soldats à Rafah. L'Égypte menace de suspendre son traité de paix avec Israël, le cas échéant. Deux otages israéliens qui étaient retenus dans un appartement fortement sécurisé dans le sud de la bande de Gaza ont été libérés par les forces israéliennes. Fernando Marmont, 60 ans, et Louis Aron, 70 ans, ont retrouvé leur famille ce lundi. Leur libération a été le résultat d'une opération spectaculaire qui a entraîné la mort d'au moins 50 Palestiniens, dont des enfants, ont rapporté les autorités sanitaires de Rafah. Selon l'ONU, cette ville est le refuge d'1,4 million de Palestiniens qui tentent d'échapper aux affrontements entre Israël et le Hamas. Rafah est aussi le principal point d'entrée de l'aide humanitaire. Près de la moitié des espèces migratrices de la planète connaissent un déclin dramatique en raison de la pollution et du changement climatique. C'est ce que révèle une nouvelle étude des Nations Unies portant sur 1200 espèces dans le monde. L'organisation indique que 44% d'entre elles sont en déclin
et qu'environ 1/5 d'entre elles sont menacées d'extinction. Ces espèces vivent dans des habitats qui sont très importants car ils nous fournissent de l'eau propre, de l'air pur, de la nourriture, une protection des côtes et des autres littoraux. Les forêts ne se limitent pas qu'aux arbres, les zones humides ne se limitent pas qu'aux roseaux et aux herbes. Il s'agit de l'ensemble de l'écosystème et des animaux qui y vivent, et les espèces migratrices font partie de tous ces écosystèmes. Les participants à la réunion des Nations Unies sur la crise prévoient d'évaluer les propositions de mesures de conservation. Le rapport souligne également que la migration étant un phénomène transnational, seule une action coordonnée des gouvernements mondiaux peut sauver certaines espèces de l'extinction.